à tous. Voilà, j'ai le plaisir d'introduire ce formidable webinaire. Alors, un petit mot sur moi-même, Emmanuelle Germani, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis présidente de la NDRH Provence et pour ma casquette opérationnelle DRH DSI de la société Caporal qui est basée à Marseille. Alors, la NDRH, c'est le premier acteur de la fonction RH en France, 5000 adhérents et 180 adhérents en Provence, en groupe Provence. L'association a pour vocation d'accompagner les professionnels de la fonction RH dans leur quotidien, donc au travers d'outils, de réflexion et de partage que nous avons entre pairs. Alors aujourd'hui, nous avons souhaité contribuer à cet important webinaire aux côtés du groupe de l'AG2R mondial Cap-au-Nord, car il nous a semblé en effet que tant pour les DRH que pour les dirigeants d'entreprise, les questions qui soulèvent sont en effet stratégiques. Nous le savons, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui menace à la fois les équilibres économiques et sociétaux dans un contexte plus que jamais incertain. Alors cette crise, elle re-questionne notre société tout entière, ses priorités, parmi elles, quelle économie reconstruire, économie qui soit plus soucieuse de ses impacts sociaux et environnementaux, quelle décroissance, quels emplois, quelles compétences pour demain, quelle organisation du travail. Donc de fait, elle interroge la place de l'humain au sein des entreprises, le fameux CARE qui sera un des enjeux primordiaux de demain. Alors face à ces mutations, évidemment, la strate managériale se trouve déjà en première ligne. Bien sûr, la gestion d'un télétravail massif, la crise majeure économique dans certains secteurs. On sait que les managers doivent aussi porter l'engagement des équipes, gérer leurs propres émotions dans un climat pour le moins anxiogène. Alors, nous avons souhaité nous donner et vous donner cette heure de réflexion et d'échange avec les témoignages et interventions éclairantes d'experts, Dr Dominique Tian, Dominique-Hélène Wierzchowski et Laurence Lelouvier qui est DRH d'Honnête. Merci à eux et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Bonjour, merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente le groupe AG2R mondial, qui est un groupe qui assure plus de 14 millions de personnes aujourd'hui. Et la protection sociale des Français de toute génération nous concerne au plus haut point depuis 1905. Qu'ils soient artisans, commerçants, professions libérales, salariés ou dirigeants d'entreprise, retraités, nos adhérents et clients sont au cœur des effets de la crise sanitaire et économique. Conscients de ces enjeux, nous avons souhaité organiser cet événement en exclusivité pour vous avec un double éclairage médical et managérial sur les conséquences de cette crise à la fois sanitaire, économique et sociale, mais aussi sur l'importance du management qui pourrait, dans la plupart des cas, aboutir vers plus de sens et d'humain, tout en gardant l'objectif de rationalité. Nos 1000 conseillers spécialistes en France proposent des audits de protection sociale et patrimoniale pour organiser des solutions adaptées en retraite supplémentaire, prévoyance, santé, épargne salariale ou patrimoniale. Nous avons également développé une expertise en transmission d'entreprise. Ces outils prennent toute leur valeur en ces temps où la santé des salariés et la sécurisation financière sont plus que jamais des préoccupations au sein même des entreprises ou des familles. Nous aurons le plaisir de vous offrir, suite à cette manifestation, un audit. Je vous remercie encore une fois d'être si nombreux et je passe la parole à Christian. Bonjour à tous, merci Philippe. Deux mots sur Cap-au-Nord. Cap-au-Nord, c'est un réseau d'entreprises qui fédère les acteurs économiques du nord de Marseille. Alors, ce sont actuellement plus de 300 adhérents sur une zone économique stratégique de la métropole. Notre but est de développer l'activité d'un territoire complexe à l'image plutôt négative. Vous entendez plus souvent parler des quartiers nord que du développement et de la réussite de belles entités sur ce même territoire. Pour y parvenir, on génère du lien, on crée de l'influence et surtout, on propose des solutions aux entreprises sur principalement 3 domaines, l'emploi, les mobilités et le cadre de vie, globalement la RSE. À distance et la nécessité de rester proche dans une période complexe. C'est pourquoi nous avons souhaité ce matin, avec nos partenaires AG2R et la NDRH, vous poser cet éclairage avec un regard croisé d'experts accessible et percutant pour préparer demain. Demain, c'est maintenant. Donc nous avons envie de basculer vers une économie à impact sociétal et environnemental. Nous avons envie de proposer un horizon désirable pour nos entreprises, leurs managers et leurs collaborateurs. Cela exige des retouches aux organisations
C'est le but de cette matinée. Je cède la parole à Stéphanie, Hélène et Dominique, le docteur Tillan, pour plonger dans le grand bain des solutions pratiques. Je suis certain que vous saurez vous emparer des mieux adaptés pour doper vos organisations. Merci à tous de votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Christian. Pour nous accompagner et nous inspirer durant cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts. Le docteur Dominique Tillan, médecin et psychothérapeute. Dominique, vous êtes diplômé de l'université Aix-Marseille 2 et vous exercez notamment en CHU parisien. Vous êtes aussi médecin conseil de crise en entreprise. Et Dominique Hélène Wierzchowski, économiste et psychologue jungienne. Après avoir développé des méthodes de management systémique à partir de la sémantique générale, vous avez fondé le cabinet Kerenok Conseil. Vous exercez depuis plus de 20 ans en gestion de crise pour le développement des talents et le management des commerciaux au sein de grandes entreprises en restructuration. Nous aurons aussi le privilège d'entendre les témoignages de Laurence Lelouvier, des RH d'Honnête, et de Thomas Arnaud, fondateur de Messence. Nous partagerons votre perception de ces grands bouleversements qui touchent autant notre santé physique que mentale, mais qui peut être aussi une opportunité pour revisiter notre organisation, notre mode de management et notre rapport à l'autre. Et puis, nous consacrerons 10 minutes à la fin de l'émission pour répondre à vos questions. Alors, face à une crise inédite qui mixe économie et santé publique, pouvez-vous nous expliquer, Dominique, quels sont les mécanismes de réaction collective et individuelle? Alors, bien sûr, bon, tout d'abord, bonjour et merci d'être là si nombreux. Donc, on va s'appuyer sur le diagramme que vous voyez à l'écran, en commençant par les comportements collectifs. Donc là, si on va vers le haut, on est dans l'incertitude totale. Si on va vers le bas, le problème nous est mieux connu. Si on est à gauche, on est en mode épidémique. Et si on est sur la droite, on est en mode endémique, c'est-à-dire que le problème est présent tout le temps. On a défini donc 4 cadrans. Je vais commencer par en haut à gauche. Là, on est en pleine surprise, c'est inattendu. Donc là, le problème, ça va être de bien évaluer dans la phase d'anticipation. 2 exemples. Cette fois-ci, on a semblé en sous-évaluation pour l'histoire des masques, alors qu'en 2009, avec le stock de vaccins, eh bien, on était plutôt en surévaluation, en excès de précaution. En haut à droite, là, on est dans la panique. Et là, c'est le cas quand il y a la présence permanente d'un risque, mais on ne sait pas quand il va survenir. Si on passe en bas à gauche, on est dans ce qu'on appelle l'effet miroir, et là, ça correspond à une attitude collective tout à fait rationnelle. Je vous donne un exemple. Tous les ans, il y a une grippe saisonnière. Eh bien, vous vous faites vacciner si vous faites partie d'un groupe à risque, ou si vous n'êtes pas vacciné, eh bien, vous évitez d'aller visiter quelqu'un qui a la grippe. En bas à droite, là, on est dans ce qu'on appelle un phénomène d'accoutumance. C'est une maladie avec laquelle on vit, alors même qu'il n'y a pas parfois de vaccin ni de traitement curatif. Exemple du sida. Et vous avez un petit axe en pointillé là qui traverse, qui représente le facteur temporel, et qui signifie que, eh bien, un même risque, il peut voyager au cours du temps. Je vous donne l'exemple du sida. On a commencé par être surpris, ensuite ça a fait paniquer les gens, et maintenant, je vous ai dit, on vit avec sans problème. Alors, si on veut parler du Covid, je dirais qu'on est plutôt au niveau de la perte de confiance actuellement, qui associe méfiance et défiance. Et sur le plan individuel, Dominique? Alors, sur le plan individuel, je dirais qu'il y a évidemment un gros choc émotionnel qui est fait essentiellement de peur et de colère, avec un niveau d'incertitude très élevé. On se pose des questions, on se dit combien de temps ça va durer, est-ce qu'on doit faire le deuil de la vie d'avant? Et en tout cas, ça donne une sensation un petit peu étrange, un peu comme si le temps était suspendu. Et Hélène, en quoi les vécus et attendus de cette deuxième vague sont-ils très différents pour les managers? Bonjour à tous, merci d'être avec nous si nombreux. Je voulais tout d'abord présenter Stéphanie, qui est notre animatrice de la matinée et qui est au cabinet la responsable digitale et gestion en communication de crise pour les clients que nous accompagnons. Vous vous demandez effectivement s'il y a une différence fondamentale. Oui, il y a une différence. Première vague, si on prend la première vague, les gens ont pensé, nous tous, nous avons pensé que c'était une parenthèse, que c'était court, qu'il n'y avait pas de changement à opérer, qu'on n'avait pas besoin de se remettre en cause, et même pour beaucoup, nous sommes allés à la solidarité. Et pour la deuxième vague, la peur s'est installée, la peur s'est affichée. On a un sondage IFOP récent qui nous dit que 56% des Français sondés ont peur de
d'être infectés par le virus. Mais aussi que 52% ont peur de la crise économique. Et ça relie à notre thème d'aujourd'hui. J'ai peur pour mon entreprise, j'ai peur pour mon emploi, j'ai peur pour ma famille. Donc, j'ai peur globalement. Alors, peur d'être infecté, peur de la crise économique, est-ce que ça cache d'autres peurs? Derrière le mot peur, il y a bien sûr, on vient de se rendre compte qu'on n'était pas immortel. On a peur de mourir. Mais on a peur aussi de mourir à ses habitudes. On a peur de mourir à sa hiérarchie, à ses choix. On a peur de mourir et du coup, on se rend compte que l'on doit modifier certaines choses qui surajoutent du stress, bien évidemment. Et évidemment, on constate de plus en plus de violence, de plus en plus d'incivilité, et ça manifeste un repli sur soi qui va faire que ça va casser l'intérêt collectif, le système va être plutôt aveugle, et on va se retrouver à nier l'interdépendance qui est tellement criante et indispensable. Alors, on voit bien que personne ne vit cette pandémie de la même manière. Dès la première vague, les psys ont tiré la sonnette d'alarme, on a parlé de burn-out, de stress post-traumatique. Comment ça se manifeste chez les individus et quels sont les signes auxquels nous devons être attentifs, Dominique? Alors, on vient de voir, hein, donc le cocktail émotionnel du moment, c'est de la peur et de la colère. Mais en plus, il y a des positions passionnelles. Hein. On va dire schématiquement, on va avoir un groupe plutôt discours officiel qui juge les décisions prises comme infondées. Alors, tout ça, ça attise une colère qui alimente d'autres peurs comme celle d'être manipulé. Et puis aussi, on a un autre groupe qui a retenu le scénario du pire et qui, lui, est dans l'hypervigilance et dans l'anxiété. Donc, tout cela, eh bien évidemment, ça crée un clivage émotionnel effervescent. Je reviens quand même sur la notion de stress, hein, qui est finalement le contexte actuel, mais qui est un terme ambigu qui a plusieurs sens. Tout d'abord, il y a la situation de stress en elle-même, donc l'irruption de la maladie Covid dans notre vie. Et ça touche absolument tout le monde. C'est 100% de la planète. Ensuite, il y a la réaction de stress, être irrité, avoir des pertes de concentration, des troubles du sommeil. Ça, je dirais, c'est presque toute la planète, sauf peut-être le Dalai Lama. Voilà. Et ensuite, après, il y a des pathologies, des maladies liées au stress. Là, on est dans l'addiction, dans le trouble du comportement alimentaire, dans la dépression ou le burn-out. Et ça touche un nombre conséquent de personnes. Et enfin, en quatrième, on a ce qu'on appelle le stress post-traumatique, qui est plus sévère, mais beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Et là, il faut qu'il y ait eu une confrontation avec un danger vital. Alors, qu'est-ce qui doit nous alerter, Dominique? Alors, qu'est-ce qui doit nous alerter? Catalogue exhaustif, hein, mais je vais vous citer comme ça quelques petits signes, par exemple des changements de comportement chez quelqu'un que vous connaissez bien, une irritabilité soudaine, des troubles du sommeil, quelqu'un qui vous dit qu'il a du mal à s'endormir, une extrême fatigue ou voire un repli sur soi-même. Alors d'après vous, Hélène, comment ça se traduit dans le travail au quotidien? Déjà, je voudrais préciser que les managers qui se sont trouvés propulsés avec brutalité dans ce nouvel univers, pour eux, c'est un nouveau métier. Détecter, ça s'apprend. Alors, je vais vous donner les grandes lignes. Dans un premier sens, on a déjà toutes les incivilités. Pas de bonjour, pas de signature dans les mails, une forme de refuge. On vient au travail pour éviter la maison ou alors on retourne à la maison parce qu'on ne s'entend pas avec son chef. Et puis, il y a l'amplitude des horaires. L'amplitude des horaires de 8h à 22h. Il y a deux attitudes. Soit la personne accepte n'importe quelle réunion à n'importe quelle heure. Et ça, c'est un indicateur de danger. Parce que ça veut dire qu'elle ne s'organise pas facilement. Ou bien, c'est quelqu'un qui accepte, mais qui vous prouve qu'elle a su prioriser et réorganiser son job de la journée. On a aussi, si vous avez dans vos équipes du personnel avec des uniformes, un changement brutal de taille doit vous alerter. Et puis, le fameux reporting. Alors, le reporting, il passe du délayage, de pléthorique à inexistant. Et puis, la fameuse to-do list qui a été faite dans son coin, sans partage avec ses collègues ou avec sa hiérarchie, et qui, là, entraîne une cohorte de litanies, de plaintes, de « on n'y arrivera pas, il y en a trop, c'est pas possible ». Là, ça veut dire « à l'aide ». Et puis, il y a aussi les oublis, les retards, les indélicatesses, qui sont les signes avant-coureurs du fameux arrêt de travail, qui là est un signe très grave qu'on devrait pouvoir éviter. Donc un premier paradoxe pour les managers est donc de détecter des signaux faibles sans avoir été formés pour cela.
Pour résister en ces temps hostiles, Dominique, quelles recommandations pouvons-nous appliquer? Alors déjà, se tranquilliser sur le fait de ressentir ou exprimer des émotions, c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt quand vous vous laissez submerger par elles. D'ailleurs, on serait presque inquiet que les gens n'aient aucune émotion dans une telle conjoncture. Alors, ce qui est bouleversé, en revanche, c'est notre relation au temps en général, et notamment aux 3 temps que sont le présent, qui est comprimé. Et ça depuis plus de 20 ans, par la métamorphose numérique, ce fameux monde, comme on voit à l'écran, volatile, incertain, complexe et agile, selon l'acronyme américain VUCA, mais aussi le passé proche qui, du fait du contexte actuel, est source d'inquiétude. Et le futur, il nous paraît carrément imprévisible. Alors, comment résister effectivement à ces stress qui se cumulent, qui s'additionnent? Donc, pour ceux qui ont des antécédents psy, qui voient leur situation se dégrader, il faut resserrer les liens avec le thérapeute. Et pour tous les autres qui vont vers l'anxiété ou le pessimisme, alors 2 objectifs. Le premier, c'est de cultiver des pensées qui aident à résister. Et le deuxième objectif, c'est d'adopter des comportements qui font d'eux des optimistes réalistes. Alors, vous allez me dire, une fois que j'ai dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vous propose 3 recommandations des psychiatres du King's College de Londres. La première, c'est d'adopter une activité altruiste. On sait qu'en moment de crise, aider quelqu'un, ça fait du bien. Penser à l'autre, écrire une lettre, aider, ça fait du bien. Et d'abord, ça fait du bien à celui qui le fait. Voilà. La deuxième reco, c'est d'avoir une relation apaisée à l'information autant que possible, bien sûr sans être dans le déni. Et vous savez qu'actuellement, aller chercher de l'info sans être pollué par toutes sortes de désinformations, c'est un véritable challenge. Et enfin, le troisième, c'est de prévoir des moments qui vous amusent. Parce que lorsqu'on s'ennuie, on se sent encore plus seul. Donc, bien sûr, ça nécessite d'être un peu, créatif, imaginatif, mais il faut vraiment privilégier ces moments. Et pour les managers plus particulièrement, quelles recommandations appliquer, Hélène? Déjà, il faudrait se souvenir que nos managers ont été promus parce qu'ils étaient des experts, pour la plupart des cas, des techniciens, délivrant des messages verticaux de haut en bas, et que l'écoute en profondeur n'a pas toujours fait partie de leur boîte à outils. Bien sûr, beaucoup d'entreprises commencent à les former, mais vraiment, même dans le cadre du recrutement, on ne met pas en priorité la capacité d'écoute. On cherche d'abord des experts. Donc, la meilleure solution pour le manager qui cherche à harmoniser, puisque lui, son job, dans des sociétés dispersées, dans des équipes dispersées à tout point de vue, il doit harmoniser, y compris la maison, le travail de chacun. Donc, il doit y être plus clair. Et quels sont les avantages de faire un mini-diagnostic? Alors, ils sont au minimum doubles. D'abord, le collaborateur est très heureux de savoir qu'on s'intéresse à lui, qu'on va tenir compte de son écologie personnelle et que son chef direct s'adresse à lui en tant que personne. Il n'est plus seulement une ressource, il est une personne humaine. Et en ce qui concerne le manager, alors lui, il est très, très, très heureux dans la mesure où, enfin, il est capable de faire un audit lui-même vis-à-vis de ses équipes pour rassembler ses équipes. Et finalement, il a l'impression de pouvoir limiter les clivages. Donc, il devient un acteur important. Vous le rassurez en lui confiant cette mission. Alors, comment fait-on concrètement pour éviter les clivages entre le siège et le terrain? Nous avons par exemple un petit programme qui se fait par Internet, c'est solidaire et pas solitaire. Je vais vous raconter une anecdote de quelqu'un qui est dans une grosse entreprise de plomberie. L'assistante appelle le plombier la veille de l'intervention, elle appelle le client répète avec elle les gestes barrières, donc il est intégré aussi dans le dispositif, et ensuite il prend des photos qu'il transmet à l'assistant de la pièce à changer, de l'accès difficile, de l'escalier, etc. Et ensuite, le plombier sur le terrain reçoit ces informations sur son portable et lui se sent intégré. Il connaît déjà le client et je peux vous dire que ça facilite une osmose positive.
Voilà comment on peut réduire les clivages. Créer des binômes. Créer des binômes. Merci Hélène. Alors, le confinement est, comme nous avons pu le constater, source de stress, mais aussi de dérèglement alimentaire, d'addiction comme au tabac, à l'alcool. Dominique, comment atténuer le retentissement de ces troubles auprès des salariés? Bah oui, hein, sans surprise, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, qui sont des marqueurs de stress, hein, réellement, ils ont été en augmentation lors du confinement et peut-être encore plus lors de la deuxième vague. Alors, pour éviter tout cela, il est important de travailler ce qu'on appelle le VACOG, qui agit sur les pensées, le physique et le sensoriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce nom barbare, le VACOG? C'est un acronyme. Et tout en vous l'expliquant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner des conduites à tenir qui s'adaptent à une personne confinée ou en télétravail. Donc le V, c'est le V de visuel. Si vous travaillez davantage sur un écran, eh bien, faites attention à l'ergonomie, au travail dans le noir ou tard le soir pour éviter plus de fatigue et aussi des difficultés d'endormissement. Le A de auditif. Le A de auditif, eh bien, là aussi, vous allez fortement solliciter les oreilles, donc faire des pauses. Porter éventuellement un casque des bouchons d'oreille pour atténuer la fatigue et améliorer la concentration. Le cas de kinesthésique, alors kinesthésie, c'est les mouvements, c'est l'appareil locomoteur. Eh bien, tout simplement, un seul message, faites de l'activité physique, c'est le meilleur des antidépresseurs. Hein, prenez ce droit. Le code cognitif, ça veut dire intellect, psychologique, concentration, pensée. Donc là, eh bien, je ne pars pas à l'abordage dans ma journée de travail sans l'avoir préparé. J'organise ma journée, je m'impose un planning, je fais des pauses et aussi j'organise des rendez-vous avec moi-même. Et si j'ai des enfants en âge de comprendre, eh bien, qu'il y a des moments où papa ou maman ne doivent pas être dérangés. Et enfin, le G de gustatif. Alors là, il faut éviter que le G de gustatif ne devienne le G de grignotage. Donc, pour les plus compulsifs, on peut faire une ou deux collations entre les repas, mais il faut les prévoir, voilà, à heure fixe. Et surtout, il faut proscrire les boissons sucrées. Télétravail ou pas, bougez, oxygénez-vous. Ah oui, tout à fait. Alors là, car en travaillant votre VACOG, justement, vous allez avoir un double bénéfice, physique et mental. Donc, on voit bien, Hélène, qu'aujourd'hui, les managers doivent à la fois gérer des objectifs de résultats et des problèmes nouveaux. Quels sont les outils qui peuvent les aider? En période de stress, il ne faut pas ajouter de nouveaux outils. Donc, je dirais que les outils sont toujours les mêmes, ceux que vous voyez dans la théorie à l'écran, c'est-à-dire le dialogue, l'atelier à distance, le petit questionnaire qu'on peut plus ou moins se faire auto-administrer et la hotline. En ce qui concerne l'outil préférentiel, c'est le sourire, la bonne humeur. Je suis sûre que dans la salle, il y a forcément des gens qui ont connu des CRM résistants, comme on les appelle dans les équipes commerciales. Les commerciaux n'ont pas toujours envie d'aller porter les informations qu'ils ont recueillies en entretien. Eh bien, faites-leur faire un atelier en visio, comment rater une vente, ou bien comment perdre la face. Et je vous garantis que si vous avez mené ça avec bonne humeur et entrain, et aussi un petit peu d'autodérision, ils se souviendront longtemps et ils vont se précipiter sur le remplissage de cette fameuse base de données tellement utile pour l'avenir. Alors, à propos d'outils d'aide pour les managers, Laurence Lelouvier, DRH d'Honnête, va nous faire part de son expérience. Laurence, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre activité ? Oui, bonjour. Donc, le groupe Honnête est leader mondial du nettoyage, mais pas uniquement le nettoyage. Nous sommes présents également dans le domaine de la sécurité, de la logistique, de l'intérim et du nucléaire. Nous comptons environ 75 000 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Alors, lors du premier confinement, vous avez mis en place une cellule d'écoute spécifique. En quoi est-elle spécifique ? Alors, déjà, effectivement, cette crise, je suis totalement en accord avec ce qui a été dit préalablement, est particulièrement frappante par la surprise qui a saisi tout autant le collectif RH, les managers et les collaborateurs en règle générale. Donc, cette surprise a engendré beaucoup d'inquiétudes, tant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. Et donc, il a fallu rassurer les collaborateurs en fixant un cadre de référence dans un contexte d'annonce gouvernementale particulièrement mouvante et parfois contradictoire. Nous avons particulièrement renforcé notre dispositif d'écoute salariée. Donc, c'est une cellule d'écoute qui existait déjà. Donc, ce qui était dit préalablement, c'est que nous n'avons pas rajouté un outil supplémentaire, mais nous avons utilisé un outil existant et nous l'avons renforcé. Donc, cette cellule est gérée par des psychologues externes
Et nous avons également renforcé cette cellule par des dispositifs ciblés en fonction des différentes populations. Donc, le travail des psychologues a consisté à rassurer, à alerter, à donner des outils de gestion de stress pour toutes les cibles de notre population. Et nous avons d'ailleurs constaté, dès les premiers jours de l'annonce du confinement, une augmentation de plus de 50% des appels dont la nature était surtout liée à des inquiétudes personnelles et à des incompréhensions quant aux consignes nationales. Et pour les managers, quels sont les bénéfices de cette hotline? Alors pour nous, ça a été, pour nous et les managers, ça a été un dispositif qui a été un véritable baromètre interne. Et cela nous a permis, au regard de la récurrence des questionnements, de déployer des outils digitaux pour accompagner les managers dans cette situation particulièrement très incertaine. Donc pour exemple, nous avons déployé un jeu de loi digital qui a été construit avec l'équipe de psychologues afin d'aider les équipes à s'exprimer autour de la notion d'isolement en situation de télétravail et de confinement. Donc ce jeu visait également à ne pas perdre ou à renouer le lien social qui pouvait s'effriter à distance. Donc cette écoute renforcée a donc permis d'apporter une aide aux managers et aux RH qui sont confrontés au quotidien à ces inquiétudes multiples et au management dans l'incertitude. Et alors, quels enseignements en tirez-vous? Alors tous ces outils ont permis d'aborder ce deuxième confinement déjà avec plus de sérénité. Néanmoins, de nouvelles inquiétudes apparaissent, notamment au regard de la non-maîtrise du temps, de la durée de cette nouvelle période. Le questionnement est donc plus axé sur la crainte de perte du lien social et la crainte de ne plus pouvoir retrouver une ambiance de travail dite normale. Donc nous devons renforcer encore plus la formation des managers de proximité pour détecter les signaux faibles, leur apprendre à écouter et pouvoir intervenir en amont. Merci. On voit bien donc à travers les différents témoignages que la clé est de savoir accueillir les émotions. Dominique, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet accueil des émotions? Oui, tout à fait. Alors, je partage ce qu'Hélène a dit précédemment au sujet des émotions. Alors, vous savez sans doute, une émotion, c'est 3 éléments. C'est d'abord une pensée, c'est des signes physiques qui s'y rattachent, et c'est aussi une tendance à l'action. Mais c'est la pensée qui nous gouverne. Si vous avez une pensée de peur, vous aurez des signes physiques de peur, et vous allez avoir un comportement de peur. Alors, accueillir les émotions, oui. Et donc, il faut leur souhaiter la bienvenue, si vous voulez les accueillir. Et il faut souhaiter la bienvenue à toutes les pensées, c'est-à-dire les positives comme les négatives. Alors, comme le préconise donc le professeur Michel Lojoyeux dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Les 4 temps de la Renaissance », il faut agir sur les 3 temps qui sont en souffrance. D'une part, le passé. Le passé, il faut l'écrire. Je vous conseille de l'écrire dans un cahier pour pouvoir le relire et le solder. Vous prenez quelques notes et vous les relisez à intervalles réguliers. Le futur, il faut l'anticiper avec un optimisme réaliste. En l'écrivant aussi sur le cahier, je vous le conseille également, et en essayant, si possible, de voir le plus loin possible. Et le présent, eh bien, le présent en se concentrant sur les sensations du moment. Et surtout, tenter de bannir les « y a qu'à faucon »,« j'aurais dû »,« si j'avais su ». Voilà. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que être ému, c'est communiquer. Donc, il faut laisser parler. Écouter les gens en position basse avec une authentique humilité empathique. C'est de cette manière que vous connaîtrez leur véritable désir, donc ceux de vos collaborateurs, et vous pourrez donner encore plus de sens à leur travail. Par exemple, c'est seulement en écoutant attentivement des collaborateurs qui sont supposés être en manque de motivation que vous allez constater, par exemple, qu'un agent d'entretien est fier de contribuer à l'hygiène d'un service hospitalier, qu'un chef de chantier, jusque-là débordé, eh bien, il est motivé par la construction d'un centre de soins, ou qu'un chargé d'assistance trouve gratifiant d'organiser un transfert de patients. Donc, mon message au sujet des émotions, c'est laisser les gens exprimer leurs émotions et mieux, vous saurez leur parler. On parle de plus en plus de besoin de sens. Et d'après vous, Hélène, comment matérialiser le sens pour tous les niveaux de collaborateurs? Alors là, c'est un sacré challenge. Tout le monde parle de besoin de sens. On sait qu'on veut aller dans le bon sens, mais on voit que la direction s'allonge, on ne sait pas quand on va partir et on ne sait pas quand on va arriver. Donc, chacun se sent isolé, une forme de repli sur soi. Et nous travaillons sur deux thèmes faciles à organiser vous-même dans des ateliers à distance également, sur un axe qui est, on demande aux collaborateurs et aux managers, on leur demande de nous décrire avec précision quelles sont les motivations qu'ils ont pour venir au travail chaque jour.
mais on part de la matérialité du genre je veux payer mon loyer ou je vais me nourrir, jusqu'à l'épanouissement le plus élevé. Et il y a un deuxième axe sur lequel il faut les faire travailler, c'est les actions du quotidien qui les relient à la chaîne économique, à leur consommation, achat de biens d'équipement, achat de biens de première nécessité. Et du coup, ils vont comprendre et toucher du doigt qu'ils sont des acteurs importants dans la chaîne économique. Ça, c'est pour moi la vraie concrétisation, et on le partage avec tous nos clients, du besoin de sens. Et le plus bel exemple, l'expérience de Thomas Arnaud, fondateur de Messence, qui illustre ce nouveau paradoxe, donner ça me valorise dans l'économie de la vie. Thomas, pouvez-vous nous présenter le cœur de votre activité? Oui, bonjour à tous, Thomas Arnaud, donc de la maison Messence, qui a pour activité principale traiteur, organisateur d'événements. Nous réalisons des prestations de 10 à 1000 personnes, accueil café, coffret repas, dîner de gala, soirée de lancement. Entrepreneur très engagé, puisque notre démarche RSE fait vraiment partie de notre politique, mais également aussi notre ADN. Et donc, pour information, nous sommes très impactés par cette crise sanitaire, puisque le chiffre d'affaires actuel du traiteur est égal à 0 €. Alors, donc, quelles conséquences à la fois sociales et économiques a eu cette crise sur votre activité et qu'est-ce que vous avez mis en place? Eh bien, notre raison d'être a pris tout son sens. Notre raison d'être est la suivante: la gastronomie au service de l'environnement. Nous sommes appuyés sur le mot service pour non pas être au service du client, mais au service de la solidarité. Cela s'est traduit par une production de repas pour les sans-abri et pour différentes associations, le SAMU social, et nous sommes mandatés par la préfecture des Bouches-du-Rhône. À l'heure actuelle, de mars à de nos jours, nous avons réalisé plus de 200 000 repas. Au niveau du personnel, cela s'est traduit bien par se rendre utile pour la bonne cause, hein, en devenant cuisinier solidaire. On a pu redonner de la dignité. On a pu également travailler avec j'ai quelques personnes qui sont issues de zones sensibles. Au lieu d'être confinés chez eux, ils ont pu garder un lien social qui, pour moi, était très important. Un autre exemple, une personne donc n'était pas véhiculée, il n'y avait plus de transport en commun pendant le confinement. Donc, nous lui avons offert un scooter, bien évidemment avec un casque. Hein. Bien sûr. On voit bien que cette crise amène la nécessité de se transformer. Qu'est-ce que vous avez transformé au sein de votre entreprise? Alors nous, comme beaucoup de métiers, nous avons un métier qui est en pleine transformation. Il y a un fort besoin du marché et je suis très heureux car nous avons pu vraiment y répondre en lançant un nouveau concept de cantine connectée, engagée et digitale, qui vient répondre à un besoin de marché sur les deux pendants, à la fois donc pour les consommateurs, les salariés, puisque nous proposons des repas donc issus de circuits courts et éco-responsables, et à la fois sur une problématique d'entreprise d'autant plus forte liée avec la crise sanitaire, qui est améliorer la qualité de vie au travail, la prise en compte du bien-être des salariés. Et on sait tous que l'espace clé dans une entreprise, c'est l'espace de restauration ou alors à côté du distributeur de machines à café, parce que c'est un lieu de vie. Donc, qui dit lieu de vie, dit lieu d'échange et lieu de partage. Et je pense qu'après, quand on retrouvera un petit peu plus de normalité dans les entreprises, ce sujet-là sera très important. Quel est votre secret, Thomas, pour affronter et sortir vainqueur de cette crise? Je vais vous faire une petite confidence. Donc, c'est vraiment la persévérance et le mental. Et pour vous donner une image, en fait, nous, on était un petit peu comme un peloton de cyclistes face au Mont Ventoux, où on connaissait un petit peu la dureté pour arriver jusqu'en haut, mais grâce au mental, on a pu arriver jusqu'en haut et passer l'épreuve physique. Très bien, merci Thomas. Selon l'enquête ANDRH BCG, 85% des DRH souhaitent développer le télétravail de façon pérenne, donc un modèle hybride pour trouver un équilibre entre distanciel et présentiel. Va-t-on, Hélène, vers une généralisation du télétravail et une refonte du système managérial? Comme le disait Dominique tout à l'heure et même Laurence, nous sommes dans un monde complexe. Il n'y a pas une seule cause et il n'y aura sûrement pas une seule solution. Et évidemment, la généralisation est semée d'embûches. Dans le graphique que vous avez ici, vous voyez en vertical qu'il y a l'appétence au télétravail, en horizontal, les années d'expérience. Et vous voyez bien qu'il y a 3 paquets de collaborateurs qui ont répondu à cette enquête. Et on voit que les jeunes qui ont vraiment
qui sont en période d'acquisition, qui ont envie d'apprendre un tour de main, qui ont envie d'apprendre des autres, eux ne sont pas très demandeurs de télétravail. Au centre, on voit bien que leurs aînés, qui sont plus dans l'autosuffisance, qui ont entre 6 ans et 20 ans d'ancienneté, ça couvre quand même beaucoup de gens, se retrouvent à dire « moi, je peux rester chez moi, je n'ai pas besoin des autres, je suis en autosuffisance ». Ceux qui sont, le paquet qui est le plus à droite, c'est ceux qui sont les très seniors, qui sont en période de transmission et qui se disent que finalement, ils ne peuvent transmettre que s'ils sont dans ce lieu collectif, ce lieu de partage social, l'entreprise. Donc, ils n'ont pas d'appétence non plus pour le télétravail. Donc, selon vous, on se dirige vers un modèle hybride avec un équilibre entre distanciel et présentiel? Alors, on parle beaucoup d'hybridation. Moi, je dirais hybridation, pas que. Quelle que soit l'unité de compte, le jour, le mois, l'heure, l'année, le vrai guide, c'est quelle est la mission, quel est le métier, quel est le besoin de transversalité et de partage. C'est ça qui doit guider. Et là, le manager a besoin de faire lui-même, encore une fois, ce mini-diagnostic. Et la condition de base, une fois qu'il aura vu qui est dépendant de qui et pourquoi, c'est de partager des objectifs et d'essayer de récompenser les équipes en fonction d'objectifs collectifs, ce qui est un sacré enjeu. Donc, on vient de voir que la sensibilité au télétravail n'est pas la même selon l'âge. Est-ce que cette différenciation équivaut pour le stress en général, Dominique? Alors, vous savez, là, je dirais que c'est pas un problème. On a du stress à tout âge. Hein, donc, simplement, les plus jeunes vont peut-être avoir une autre manière de l'exprimer. Mais je crois que, en fait, la question essentielle, c'est de se demander pourquoi les gens sont stressés. Donc, vous savez que le stress, c'est le produit de deux choses. Un stresseur et une stressabilité. Donc, si vous voulez diminuer les conséquences du stress, eh bien, il faut diminuer tout ou partie du produit, c'est-à-dire soit l'importance de l'agent stressant, le stresseur, ou alors l'importance de la réaction, c'est-à-dire qu'il faut la moduler. Et donc, on peut dire stressé lorsqu'on ne sait pas, on ne se sent pas en mesure, voilà, de faire face à une situation donnée. Et dans le cas spécifique du Covid, il y a deux éléments que je voudrais souligner. C'est surtout cette incertitude, hein, l'incertitude qui dure et qui donc laisse plein de questions sans réponse. Ça, c'est vraiment un gros problème. Et le deuxième, c'est le miroir grossissant aussi du confinement et des conséquences, qui a pu révéler au grand jour des situations professionnelles ou privées, hein, qui étaient jusque-là non parlantes, mais qui, en fait, étaient comme la partie immergée d'un iceberg. Et la période Covid a, en fait, agi comme un révélateur sur cette situation latente. En période de crise, on voit bien que la proximité est capitale et cette proximité exige davantage de transparence. Comment faire, Hélène? Puisqu'on parle de peur, on sait bien que si on ne voit pas les choses, si on a l'impression d'être dans une boîte noire, on panique. On n'est même pas dans la peur, on peut paniquer. Et les salariés ont vraiment besoin tous, quel que soit leur niveau, de plus de proximité, mais de plus de transparence. Et depuis longtemps, on voit bien que dans les entreprises, il y a cette dialectique d'opposition, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Alors, comment vous traitez ça? Alors, chez nos clients, on demande aux DAF, aux directeurs financiers, aux gens du chiffre, quelquefois qui sous-traitent d'ailleurs avec leur expert comptable, je sais qu'il y en a dans la salle, et qui décodent les indicateurs importants aux côtés des DRH. Donc, ils forment une équipe pour éclairer les salariés et pour leur donner plus de transparence. Donc, ce décodage de l'avenir de l'entreprise sans trahir de grands secrets est très important. Et le salarié, à travers cela, va être fier parce qu'on va lui faire confiance. Sinon, vous le savez bien, les IRP sont utiles, mais sinon, il va se tourner vers d'autres instances pour avoir les vrais chiffres. Donc, Hélène vient de nous donner un exemple sur comment déstresser les managers sur la réalité économique de leur entreprise. Donc, le stress, c'est se sentir isolé, différent, maltraité, donc victime. Comment vous voyez ça, Dominique? Alors, si vous permettez, je préférerais peut-être dire en souffrance plutôt que victime. Hein. Enfin, il n'en reste pas moins que de toute manière, cette souffrance, elle doit être reconnue. D'autre part, vous avez dit, je crois, se sentir isolé, se sentir traité d'une manière différente, voire se sentir maltraité.
Alors, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont aussi parfois ce que l'on croit qu'elles sont. Donc, il y a parfois un écart entre la situation perçue et la situation réelle. Et il serait bien sûr dommageable de se rajouter, je dirais, une couche de stress inutile à celui qui est déjà bien réel. Eh bien, c'est pour cela, c'est encore une raison de plus, que c'est en questionnant, en dialoguant avec vos collaborateurs que vous percevrez finalement peut-être des propres pensées qui le trahissent et qui leur font voir le verre peut-être encore plus vide qu'il ne l'est réellement. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez diagnostiquer un écart réel entre les exigences et les ressources et proposer, le cas échéant, un réajustement. Et là, leur apportera plus de sérénité. Mais surtout, ce que je veux appuyer sur le fait que dans un tel contexte, c'est l'écoute qui sera le soutien social qui fera toute la différence. Le constat que l'on peut faire aujourd'hui dans l'entreprise est ce besoin durable de réorganisation. Qu'en pensez-vous, Laurence ? Alors effectivement, je pense que faire évoluer nos modes d'organisation est aujourd'hui une nécessité. Je dis souvent qu'on ne paie pas les gens pour être assis sur une chaise, mais pour produire, pour délivrer, pour atteindre des objectifs. Pour autant, je ne crois pas au full télétravail, car l'entreprise, pour moi, est un collectif et il nous faut impérativement maintenir ce lien social. Nous devons donc retravailler en profondeur notre organisation, notre manière de manager, nos espaces de travail, car le télétravail n'est pas la seule réponse et je préfère d'ailleurs la notion de flexibilité au travail. Et nous travaillons d'ailleurs actuellement sur une charte de la flexibilité. Qu'entendez-vous par charte de flexibilité ? Alors, j'ai lancé en interne un groupe de travail afin de créer un schéma d'organisation du travail qui répond aux questions. Pour quelles raisons je viens au bureau ? Quelles activités je viens réaliser ? Et avec qui je viens partager ? Et donc, travailler les espaces de travail en fonction de des situations de travail rencontrées, mais également créer des espaces conviviaux qui favorisent la rencontre. Imposer un nombre de jours de télétravail tant aux managers qu'aux managers n'a pas vraiment de sens pour moi si cela ne répond ni aux objectifs d'entreprise ni à celui du collaborateur qui n'a pas toujours un contexte personnel lui permettant de travailler efficacement à distance. De même, imposer à des collaborateurs d'être présents impérativement au bureau alors qu'ils n'ont pas le besoin spécifique ne génère pas non plus un climat de confiance et de compréhension du travail à réaliser. Donc ainsi, les maîtres mots pour moi du manager de demain et de la situation d'adaptation seront responsabiliser, faire confiance, accompagner, s'adapter et développer les collaborateurs. Et que recommandez-vous ? Alors pour moi, l'entreprise ne doit pas uniquement développer son agilité au niveau de ses process, mais également dans la relation avec ses équipes. Le manager doit individualiser les relations avec ses équipes, s'adapter, tout en développant un esprit collectif très fort, en créant du lien social. Et pour cela, il doit donner du sens, donner le cap et travailler sur l'impact du travail de ses équipes sur la réussite collective de l'entreprise. Merci Laurence pour votre témoignage. Comment l'entreprise peut montrer qu'elle aussi est un point de sécurité face à la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons, Dominique ? Alors, par exemple, je dis bien par exemple, si je me mets dans la peau d'un collaborateur pendant la pandémie et qu'à l'issue, je peux me dire, mon entreprise a su informer, former, mettre en place les mesures barrières et faire en sorte que nous revenions travailler en toute sécurité. Mon entreprise a su témoigner que je suis une personne essentielle, pour reprendre un mot très entendu actuellement. Mon entreprise a su s'adapter très rapidement, en temps de crise en plus. Et elle est donc forte, agile et résiliente. Et j'emploie le mot résilient au sens anglo-saxon, qui veut dire retour à la vie normale. Eh bien, tout cela, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et enfin, mon entreprise a su maintenir et même créer des fois du collectif, même à distance. Tout ceci, ce sont quelques exemples qui peuvent expliquer deux choses. Premièrement, comment mon entreprise m'a sécurisé autant qu'elle pouvait le faire, et aussi pourquoi je suis fier de travailler pour elle. Donc, si je résume, l'enjeu majeur, c'est faire baisser les peurs. Hélène, comment convaincre les salariés du bienfait d'un retour à une activité dite entre guillemets normale ? D'abord, il faut les laisser imaginer, rêver, se propulser dans le futur. Le présent, le passé est encore un peu, et même beaucoup douloureux pour certains. Donc, je vous propose de leur donner un projet pour qu'ils se projettent, se sentent indispensables et ayant eux-mêmes participé à un grand projet. Donc, pouvez-vous nous donner un exemple pour aider à se projeter dans le futur ? Nous avons dans nos clients des
du personnel de luxe dans l'hôtellerie. Et comme vous le savez, c'est un secteur sinistré. Et nous leur avons fait un travail facultatif puisqu'ils étaient tous à la maison et en chômage technique. Et ils ont participé à la création des marques du groupe dans 5 ans. Il y a eu 30% de volontaires qui ont partagé ces travaux. La direction générale les a fait rêver, les a fait s'imaginer des choses positives et forcément, ils en sont sortis complètement reboostés et pleins de dynamisme. Merci Dominique. Nous arrivons au terme de notre émission. Dominique, pour conclure, quels conseils pour maintenir l'engagement des salariés en temps de crise? Alors, engagement, donc quand j'entends engagement, ça me renvoie à valeur, mais aussi à motivation, à plaisir, à désir, à envie. Et pour faire envie, eh bien, je crois qu'on peut s'appuyer sur 3 piliers, que sont premièrement le fait de partager une aventure collective exaltante en temps de crise, c'est-à-dire avancer en équipe en s'adaptant, vivre ces événements quand même hors du commun, justement en commun, et sortir vainqueurs ensemble finalement. Le deuxième point, et là je voudrais appuyer ce qu'ont dit Thomas et Laurence, c'est bien le fait de faire émerger le sentiment d'utilité sociale selon le poste ou le domaine d'évolution, hein, comme dans les exemples que je vous citais précédemment. Et troisièmement, le troisième point, c'est le fait de ressentir le sentiment de progression, des victoires, des accomplissements sur le plan personnel que l'on a pu développer en ayant su gérer quand même des situations inconnues ou inattendues. Donc ces 3, pour moi, sont autant de renforcements positifs, très très puissants, qui mettent en jeu par exemple l'estime de soi, et ils le seront d'autant plus, hein, des renforcements positifs, que l'on prendra le temps, et là j'insiste bien, de les consigner par écrit dans le cahier comportemental que vous voyez à l'écran, pour pouvoir les relire et ainsi constater le chemin parcouru. Et enfin Hélène, comment redynamiser toute l'entreprise, du client au dirigeant, pour affronter cette crise qui, on le voit bien, est en tout point paradoxale? Alors déjà, une règle de vie, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un ou à un de vos collaborateurs, demandez-vous comment vous allez pouvoir lui donner du PEPS. Le PEPS, c'est lui donner envie, c'est un peu plus de plaisir au travail. Le P, c'est partager de la proximité, redonner confiance, donner-leur la sensation d'être essentiel. Le E comme écoute, on a vu que c'était très difficile d'écouter, mais une écoute en profondeur pour entendre et pour montrer que l'on est essentiel, nous aussi. Positiver, il faut chercher les vainqueurs de demain, mais les vainqueurs en groupe, les vainqueurs collectifs, et surtout avoir beaucoup d'humour, essayer de cultiver l'autodérision. Et enfin, le S de la sécurisation, parce que l'entreprise est avant tout un cadre de référence qui doit être sécurisé, en formant vos managers eux-mêmes à faire eux-mêmes le bon diagnostic. Et ce diagnostic que j'appelle de porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, je vais vous faire une demande personnelle. Surtout, ne la confiez pas à des consultants. Faites-leur faire eux-mêmes ce diagnostic, car c'est un élément indispensable de la communication pour resserrer les liens dans l'entreprise. Donc, ne ratez pas cette marche-là. Merci. Merci Hélène. Chers auditeurs, vous êtes venus vers nous ce matin pour y voir plus clair et donc cela a provoqué des questions. Alors, pour que vous emportiez le maximum de PEPS, nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, ça c'est pour le docteur Dominique Tillant. Alors Dominique, pour éviter le stress, vous parlez de conjugaison des 4 temps et je n'ai compris que 3 sur 4. Quel est le 4e temps? Ah, très bien. Alors effectivement, j'ai cité le livre hein, qui parle des 4 temps de la Renaissance, mais j'ai surtout appuyé sur le présent, le passé et le futur. Et en fait, le 4e temps, j'en ai parlé, mais sans le mentionner, car c'est un temps qui déjà n'existe pas dans toutes les langues, qui s'appelle le gérondif, et qui est composé donc d'une préposition, la préposition « en », et ensuite d'un participe présent. Tout ça pour montrer que je vous ai dit, les pensées gouvernent. On ne doit pas rester dans le contemplatif, mais on doit être dans l'action. Donc, quand vous pensez à une émotion, il faut vous imaginer en faisant quelque chose. Hein.
en faisant, en dansant, en riant. Donc vous avez compris que moi, ce que je vous conseille, c'est en pensant positivement et c'est surtout en écrivant dans le cahier comportemental. Très bien, merci Dominique. Alors j'ai une autre question qui me parvient. Excusez-moi, c'est parce que j'ai différents canaux de transmission. Alors, c'est plutôt une remarque, une personne qui dit que le manager n'est pas un expert pour lui. Qu'en pensez-vous, Hélène? Alors, le manager, il est toujours expert en quelque chose. Donc déjà, le manager aussi a besoin de se sentir essentiel. Donc, par définition, s'il est dans l'entreprise, il est expert en quelque chose. Et c'est le rôle du dirigeant d'aller lui faire sentir qu'il est essentiel, qu'il est expert. Mais aujourd'hui, on sait bien qu'on a affaire à des influenceurs, à des écouteurs, à des capteurs. Et le collaborateur ou le manager qui a été promu pour ces raisons techniques doit laisser la place à beaucoup plus d'empathie et d'humanisme. Très bien. Alors, c'est une question plutôt… Alors, je pense que les deux, vous pourriez peut-être y répondre. Quand vous parlez d'augmenter qualité et quantité d'écoute sur le terrain, vous oubliez que cette tâche est habituellement bien remplie par la DRH. Hélène? Alors, effectivement, mais en ce moment, d'après ce qu'on voit, les DRH sont extrêmement sollicités. Donc, je leur pose la question, est-ce que vous avez envie de partager un peu de ce pouvoir qui est le plus grand, à mon avis, le plus grand pouvoir dans l'entreprise, c'est pouvoir écouter, savoir entendre. Donc, je crois que les DRH ont une fonction essentielle là aussi pour aller apprendre à leurs équipes, à tout le monde, d'écouter. Je crois que là, il y a un vrai partage et un vrai challenge. Dominique, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'écoute? C'est difficile de rajouter quelque chose à ce qu'Hélène vient de dire, parce qu'elle a tout couvert. Vous savez, on ne perd jamais son temps en écoutant les gens. Voilà. Hein. On en ressort beaucoup plus riche. Et donc, moi, je crois que c'est le message que je transmettrai. Pouvez-vous nous dire si les nouvelles technologies ont augmenté le stress en diminuant ou en majorant le lien social? Hélène? Alors, les nouvelles technologies, elles ont du positif, elles ont du négatif. Si on n'avait pas les nouvelles technologies, on ne serait pas tous ensemble à l'instant. Donc forcément, c'est positif. En tout cas, pour nous, ça a été déjà un grand plaisir de vous avoir. Mais effectivement, le collaborateur qui découvre en temps réel ce que c'est qu'une nouvelle visioconférence, que c'est qu'un nouveau fichier, pour lui, c'est du stress en plus. Donc, n'hésitez pas à les faire jouer avec les nouveaux outils. Le jeu, pour nous, est un point central. Vous verrez qu'ils se porteront mieux et vous-même, vous vous porterez mieux. Alors, une autre question. Comment rassurer ses collaborateurs lorsque l'on n'a pas toutes les réponses et qu'on est soi-même inquiet? Dominique, là. Dominique, oui. Alors déjà, pour prolonger ce que j'ai dit tout à l'heure, en écoute, il faut être aussi dans la qualité, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, il faut qu'elle ait vraiment, réellement l'impression que vous l'écoutiez. Ensuite, après, quand vous n'avez pas de réponse à une question, qui vous dit que vous devez répondre dans l'instant? Donc, l'important, c'est déjà de prendre en compte la question, accuser réception, de le faire savoir à votre interlocuteur et de lui donner quand même une espérance, c'est-à-dire, je n'ai pas la réponse maintenant, mais je vais mettre en œuvre tout ce que je peux pour pouvoir l'apporter dans un délai tout à fait convenable. Et si dans l'intervalle, eh bien, vous avez besoin de me recontacter, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, on n'est jamais obligé. Et puis derrière, vous savez, il y a aussi des demandes cachées. Hein. Derrière une demande, il y en a peut-être une autre. Donc, c'est pour ça que je reviens sur l'écoute. C'est en écoutant que vous allez vous rendre compte de tout ça. Et déjà, rien que le fait de pouvoir parler à quelqu'un, ça suffit à apaiser les gens. Merci. J'ai encore une question là sur le lien, justement. Quels conseils donneriez-vous aux dirigeants pour renforcer le lien avec les managers dans cette période et ne pas juste s'appuyer sur eux? Hélène? Le manager, en fait, toute personne est à mi-chemin avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. Donc forcément, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas le goulot d'étranglement, mais qu'eux-mêmes ont la possibilité de partager avec d'autres personnes.
Alors, ça peut aller jusqu'à l'extérieur avec une hotline, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre en place une hotline. Et là, il est important de leur dire, mais vous pouvez parler, vous pouvez me parler, vous pouvez consigner par écrit, alors y compris sur le clavier, hein, sur le clavier de l'ordinateur, mais posez-le, déposez les informations. Et là, pour eux, ce sera déjà une partie de stress en moins. Les autoriser à ne pas être tout le temps dans la réponse, mais pouvoir être autorisé à poser des questions. Tout le monde ne sait pas tout. Et notre dernière question autour de l'écoute, quelle chance y aurait-il qu'une entreprise qui n'écoutait pas ses salariés avant la crise le fasse mieux après? Dominique? Ça, c'est pour Hélène. Oui, mais peut-être que… Bon, à nous deux. À vous deux, voilà. On va y arriver. Alors, on l'a dit, la crise, c'est un révélateur. Ça peut être un révélateur des défauts, mais ça peut être aussi un révélateur des qualités cachées. Donc, nous sommes considérablement optimistes. On va s'appuyer sur le P de positivité, de positif. Donc, pour nous, c'est une opportunité, cette crise. Et même si on n'était pas très bon sur quelque chose, c'est l'occasion de changer et de dire, ben voilà, j'ai réfléchi, je gagne en expérience et on va essayer d'aménager ensemble, co-construire avec ces équipes. Très bien. Merci Hélène. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette émission et puis au plaisir de vous revoir. À bientôt.